Lorsque Jon Jones a explosé le genou d'Alexander Gustafsson avec un kick oblique en 2018, tout le monde a grimacé. Quand Aljamain Sterling s'est effondré après le genou illégal de Petr Yan, la douleur était visible sur son visage. Et pourtant, les coups qui font le plus peur, ceux qui font crier le public et se tordre les combattants, ne sont souvent pas ceux qui causent les dommages les plus graves à long terme. Je suis le docteur Jean-Marc Sen, médecin officiel du MMA en France, et dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi la douleur visible n'est qu'un trompe-l'œil en MMA et pourquoi les coups les plus dangereux sont souvent ceux qu'on remarque à peine. On va plonger dans la neurologie, l'anatomie et la traumatologie sportive pour comprendre ce phénomène fascinant. C'est parti! Qui n'a pas vu un combattant s'effondrer après un low kick bien placé sur le nerf fibulaire? L'image est saisissante. Un athlète d'élite soudain incapable de tenir debout. D'un point de vue médical, voici ce qui se passe. Le nerf fibulaire commun passe superficiellement le long de la partie externe du genou. Quand il est comprimé contre l'os par un impact violent, une décharge électrique parcourt toute la jambe, provoquant une jambe morte temporaire. Ce type de coup provoque une douleur immédiate et intense. Le combattant boite, grimace et parfois ne peut plus continuer du fait des difficultés à lever le pied ou à le maintenir en position neutre. Ce qui affecte sa capacité à marcher ou à se déplacer efficacement et tout simplement à se défendre. Mais en termes de dommages, à long terme, la durée de la récupération peut varier de quelques jours à plusieurs semaines selon l'étendue de la contusion du nerf. Dans la majorité des cas, la récupération est totale en 1 à 2 semaines sans séquelles permanentes. Un coup au foie peut mettre fin à un combat instantanément. L'adversaire se plie en deux, le visage déformé par la douleur. L'explication médicale est fascinante. Le foie est l'organe solide le plus volumineux du corps avec une capsule richement innervée. C'est la capsule de Glisson. Quand il est frappé, plusieurs phénomènes se produisent simultanément. Lorsqu'un combattant reçoit un coup puissant au foie, cela déclenche une réaction en chaîne dans son corps. Tout d'abord, le choc active de nombreux capteurs de douleur autour du foie, la fameuse capsule de Glisson, ce qui envoie un signal de douleur intense au cerveau. Cette intense douleur provoque une réaction du système nerveux qui peut faire baisser la tension artérielle, entraînant des sensations de vertige et de faiblesse. En même temps, le choc peut causer un spasme du diaphragme, le muscle principal de la respiration, ce qui rend difficile la ventilation et affecte la circulation du sang vers le cœur. Tous ces effets ensemble réunis peuvent rapidement rendre le combattant incapable de se tenir debout, le faisant ainsi s'effondrer. C'est comme si quelqu'un appuyait d'un seul coup sur un interrupteur pouvant éteindre tout votre corps. Pourtant, le foie a une capacité de régénération extraordinaire. L'imagerie post-combat montre que, même après un TKO dû à un coup au foie, l'organe retrouve son apparence normale en quelques jours dans la majorité des cas. Bien que protégé par une coquille, les frappes accidentelles aux parties génitales provoquent des réactions dramatiques et pour cause. Lors d'un impact sur les testicules, la douleur ressentie est particulièrement intense en raison de la sensibilité de cette zone qui contient de nombreuses terminaisons nerveuses alors qu'elle est peu protégée. Quand les testicules sont touchés, ils envoient immédiatement des signaux de douleur très forts au cerveau. Cette douleur peut aussi se propager à l'abdomen et au bas du dos via un réseau de nerfs situé dans l'abdomen, ce qui va intensifier l'impression d'avoir reçu un coup dans le ventre. Cette forte douleur peut déclencher une réaction du système nerveux autonome, qu'on appelle également système nerveux végétatif, qui entraîne des symptômes comme la nausée, la transpiration et parfois un état de choc avec une baisse de pression artérielle, ce qui montre l'impact profond et immédiat de ce type de blessure. Bien que dramatiquement douloureux, les données récoltées auprès des combattants montrent que les coups aux parties génitales causent rarement des dommages permanents grâce aux protections utilisées. Néanmoins, si après un coup dans les parties génitales, vous avez une douleur persistante, un gonflement, du sang dans les urines, des difficultés à uriner, des nausées et des symptômes de choc ou une déformation des testicules, consultez immédiatement un médecin. Ces signes peuvent indiquer une blessure grave nécessitant un traitement médical. Mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, même si c'est très douloureux, tout se passe bien.
Contrairement aux coups précédents, les petits coups à la tête répétés tout au long d'un combat peuvent sembler anodins. Individuellement, ils ne font pas grimacer ni crier le public. Un combattant peut absorber des dizaines de coups sans tomber. Mais l'accumulation, c'est là que réside le véritable danger. Les impacts sous-commotionnels, qui sont des coups à la tête ou des mouvements de secousse du cerveau n'atteignent pas le seuil d'une commotion cérébrale, peuvent tout de même avoir des conséquences significatives sur le cerveau. Les données récoltées lors des combats révèlent qu'un combat de 15 minutes expose typiquement un athlète à 65-120 impacts à la tête. Chaque impact provoque des réactions biochimiques, libérant des neurotransmetteurs qui perturbent les fonctions cérébrales normales. Des études indiquent que les impacts répétés peuvent altérer la mémoire, l'attention et la vitesse de traitement de l'information et provoquer des symptômes tels que la dépression et l'anxiété. Les recherches sur les combattants professionnels révèlent une préoccupation croissante concernant ceux qui ont subi un grand nombre de coups à la tête dépassant les 1500 impacts au cours de leur carrière. Il apparaît que cette exposition répétée pourrait augmenter le risque de développer plus tard des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou encore la fameuse et triste encéphalopathie traumatique chronique du boxeur. Les KO spectaculaires, les spinning kicks, les crochets puissants qui font tourner la tête, ils sont impressionnants à voir et peuvent mettre fin à un combat instantanément. Les impacts rotationnels sont souvent considérés comme plus dangereux que les déplacements linéaires en raison de la manière dont ils affectent les structures du cerveau. Lors d'impacts rotationnels, le cerveau se déplace de manière non uniforme à l'intérieur du crâne, ce qui étire et tord les axones, ces fibres nerveuses essentielles pour la communication entre les neurones. Ces mouvements peuvent entraîner des lésions axonales diffuses, c'est-à-dire des déchirures mineures qui perturbent la transmission des signaux dans le cerveau. Imaginez un bouquet de fleurs qu'on tord, chaque tige représente une connexion neuronale qui se déchire. De plus, la torsion génère des forces de cisaillement qui peuvent endommager les tissus cérébraux, notamment aux interfaces entre la matière grise et blanche. Ces rotations exposent également le cerveau à des contusions ou des saignements en le pressant contre les contours irréguliers du crâne, surtout dans les zones temporales et frontales, augmentant ainsi le risque de lésions cérébrales graves. En conclusion, les impacts avec rotation de la tête portent un risque plus élevé de lésions cérébrales graves en raison des forces complexes qui s'exercent sur le cerveau. Un étranglement semble moins brutal qu'un KO, mais s'il est maintenu trop longtemps, il peut avoir des conséquences graves et potentiellement mortelles en raison de la restriction de l'apport en oxygène au cerveau et d'autres organes vitaux. Un étranglement prolongé peut sérieusement compromettre l'apport en oxygène au cerveau, entraînant une hypoxie qui peut causer des dommages cérébraux temporaires ou permanents. Cette situation est aggravée par la compression des artères carotides et des veines jugulaires dans le cou, réduisant le flux sanguin dans le cerveau et augmentant le risque de thrombose. De plus, une forte pression sur la trachée peut bloquer les voies respiratoires, menant à un arrêt respiratoire qui nécessite une intervention urgente. Le stress induit par l'étranglement peut également surcharger le cœur, déclenchant des crises cardiaques ou des troubles du rythme cardiaque, particulièrement chez les individus avec des problèmes cardiaques préexistants. Dans les situations les plus graves, un étranglement prolongé peut même être fatal, entraînant une asphyxie ou des lésions cérébrales sévères dues à la privation d'oxygène. Il est fondamental de comprendre que tout étranglement, même de courte durée, peut avoir des conséquences graves. Il est également capital de prévenir ces incidents et de maîtriser les techniques qui permettent de gérer efficacement de telles situations. Pourquoi cette distinction est si importante ? Comprendre cette différence peut changer l'approche stratégique d'un combattant. Accepter temporairement la douleur d'un low kick peut être préférable à absorber des coups répétés à la tête. Les analyses montrent que les combattants qui privilégient le grappling ont typiquement des niveaux de biomarqueurs de lésions cérébrales nettement inférieurs à ceux des strikers purs après des carrières de durée comparable. C'est pour cette raison que des vétérans comme Glover Teixeira ont adapté leur style de combat au fil des années, privilégiant les amener au sol et les soumissions et réduisant ainsi leur exposition aux impacts cumulatifs. Les entraîneurs responsables limitent l'exposition de leurs combattants aux coups dangereux pendant l'entraînement, tout en les préparant à gérer la douleur des coups spectaculaires mais moins nocifs. Des tests ont révélé que les combattants reçoivent souvent plus d'impact à la tête
lors des sparring complets que durant les combats réels. Cette prise de conscience a modifié les pratiques d'entraînement dans de nombreux camps. Les experts recommandent désormais de limiter les sparring à la tête à 2 sessions par semaine maximum, avec une exposition totale bien définie. Pour les fans enfin, comprendre cette nuance nous permet d'apprécier le sport différemment. Les véritables héros ne sont pas toujours ceux qui absorbent le plus de dégâts, mais ceux qui savent protéger leur santé tout en étant compétitifs. Nous devons changer notre culture de spectateurs, valoriser l'intelligence technique plutôt que la capacité à encaisser, contribue à la longévité des carrières et à la santé post-carrière des athlètes. La prochaine fois que vous verrez un combattant s'effondrer de douleur après un low kick ou un coup au foie, rappelez-vous, ces moments dramatiques, aussi impressionnants soient-ils, sont souvent des signaux que le corps envoie pour se protéger. La douleur périphérique est un système d'alarme évolutif qui nous protège. Les vrais dangers sont plus subtils. Ces petits coups à la tête qui s'accumulent combat après combat, ces impacts rotationnels qui secouent le cerveau, ces étranglements maintenus quelques secondes de trop, des études longitudinales sur des centaines de combattants montrent que l'accumulation significative des coups à la tête reçus, même sans perte de connaissance, fait augmenter considérablement le risque de développer des symptômes neurologiques précoces. Si vous avez apprécié cette analyse médico-sportive, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Dans les commentaires, dites-moi quel coup vous a le plus marqué dans un combat de MMA ou même partagez-moi une de vos expériences dans la cage. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où nous explorerons les mécanismes biologiques derrière la récupération miraculeuse de certains combattants.